Bonjour, on se retrouve pour faire les exercices donc sur le système nerveux. Alors le premier exercice bon, est assez simple, c'est à tirer d'un sujet de sujet de bac mais pas de votre filière. Donc là c'est tout simple, on vous demande d'annoter dans la question 1 tout simplement les légendes. Donc voilà le document 1. Donc ça c'est sympa, c'est des points à gagner. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier toutes les légendes, hein, dendrite, soma, noyau, cône d'implantation, axone, arborisation terminale avec synapse au bout, et bien sûr la gaine de myéline que l'on voit ici, et les cellules de Schwann que l'on voit ici avec le petit noyau qui est sur le côté. Nœud de Ranvier, bien sûr, les trous qu'ici, c'est les nœuds de Ranvier. Alors, vous pouvez rajouter ici, donc corps cellulaire ou soma, et au bout, arborisation terminale. Voilà. Ça c'est pour la question 1 et on vous demande d'établir la relation entre la structure, bien sûr, et la fonction. Alors, ça c'est une question intéressante qui permet de voir si vous avez bien compris le cours. Par exemple, si je prends la légende soma, dendrite et cône d'implantation, et bien là vous allez mettre comme fonction, reçoit et traite les informations, sommation spatiale ou sommation temporelle. Si vous mettez la légende noyau, noyau, c'est possède l'ADN qui code bien sûr la fabrication des neurotransmetteurs. Si vous prenez la légende axone et nerfs, donc les nerfs étant un ensemble d'axones, donc je préfère que vous disiez axone, à ce moment-là, vous dites que c'est le lieu de la propagation bien sûr de l'influx nerveux, le fameux potentiel d'action, qui a 100 millivolts d'amplitude et 3 millièmes de seconde. Si on prend la légende gaine de myéline, cellules de Schwann et nœud de Ranvier, on va les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que ça permet d'accélérer le potentiel d'action, donc la fameuse conduction saltatoire. Et si on prend la dernière légende, l'arborisation terminale, c'est bien sûr l'endroit où il va y avoir donc les synapses, c'est le contact avec soit un autre neurone, donc neuronal, ou un contact neuromusculaire. Voilà tout ce que vous pouvez dire. Donc vous voyez, rien que là, effectivement, on voit si vous avez bien compris le cours. Deuxième question, on vous demande de décrire les variations de potentiel enregistrées dans le document 2. Alors, on va passer au document 2. Alors, dans le document 2, vous avez effectivement la fameuse expérience que vous avez à la fin du cours. Je vous ai mis la petite vidéo où on enfonce l'électrode et on voit sur le millivolt, le voltmètre, combien l'aiguille va. Donc c'est exactement le même processus, on enfonce la microélectrode et quand on l'enfonce, bien sûr, ça tombe à moins 70, ce qui est normal puisque c'est le potentiel de repos de la membrane, donc de l'axone. Et puis, quand on le stimule, le petit artefact de stimulation dont on ne tient pas compte, on voit que le potentiel de repos, tout d'un coup, il y a une dépolarisation, une repolarisation, une hyperpolarisation, et l'on revient au potentiel de départ. Donc voilà ce qu'on vous demande de décrire dans la question 2 qui est ici, et bien sûr expliquer succinctement les différentes parties, donc les différentes phases avec leur nom. Voilà. La troisième question, on vous demande d'analyser les résultats de l'expérience qui est donc juste en dessous ici. Alors, les fameux corpuscules de Pacini, c'est donc des nocicepteurs, c'est-à-dire que ce sont des récepteurs qui réagissent à une pression, un stimulus mécanique. C'est-à-dire quand on leur appuie dessus, ils envoient des renseignements au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, on voit que suivant le nombre de poids en grammes, là c'est vraiment très petit, en grammes, donc 0,2, 0,6, 4 grammes et 13 grammes, on voit alors 0,2 on voit rien, donc ça veut dire que la pression n'a pas été suffisante pour envoyer un train d'action. Le 0,6 grammes, là on commence à voir quelques potentiels d'action qui démarrent. À 4 grammes, là on voit quand même que les potentiels d'action se regroupent et sont beaucoup plus importants. Et à 13 grammes, là, on voit vraiment une succession très très rapide de stimulation, donc d'envoi de potentiel d'action. Donc tout simplement,
qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'analyser l'expérience relatée et de conclure. Ben, l'analyser, c'est donc que à chaque augmentation de poids, on a effectivement des enregistrements de messages captés de plus en plus fréquents et de plus en plus donc serrés, hein, donc dans le temps. Donc effectivement, on voit bien que ce corpuscule est très sensible à la pression mécanique. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il lui faut quand même une certaine dose de poids, donc qui est compris entre 0,2 et 0,6, hein, on ne sait pas exactement à quel endroit c'est, ça peut être 0,3, 4, 5, 6, donc voilà, on ne sait pas trop, mais il faut laisser une marge. Entre 0,2 et 0,6, eh bien, il y a un seuil de déclenchement du corpuscule de Pacini qui permet, donc si le poids est vraiment trop faible, il n'y a pas d'envoi de message, tout simplement, au système nerveux. Voilà un petit peu une présentation que vous pouvez avoir aussi le jour du bac des trains donc de potentiel d'action qui peuvent être, donc vous voyez la fréquence elle peut être très large, très lente, beaucoup plus serrée, serrée, beaucoup plus rapide. Donc là ça veut dire ça commence à être un petit peu lourd. Bon, 13 grammes, il ne faut pas exagérer, mais enfin le corpuscule est donc très sensible. Voilà pour ce premier exercice. Le deuxième exercice, donc là, l'arrivée d'un influx nerveux, on vous demande d'expliquer la nature de l'influx nerveux, donc ça c'est la définition du potentiel d'action, qui est donc véhiculé à travers l'axone, qui a 100 millivolts d'amplitude et 3 millièmes de seconde. Voilà, donc là c'est la définition toute bête de l'influx nerveux. Dans le document 1 et 2, on voit une jonction neuromusculaire, hein, donc là attention, complétez les légendes de ce document et montrez le lien existant toujours entre la structure et la fonction. Alors, et après, résumez la succession d'événements qui suivent l'arrivée de l'influx nerveux au niveau des synapses. Alors, les légendes. Donc on vous montre ici qu'on fait un zoom, donc on voit bien l'axone, on voit bien la gaine de myéline, on voit donc qu'on vous l'a dit, hein, que c'est un synapse neuromusculaire, hein, donc on se doute bien que là c'est le bouton synaptique, et là le muscle. Et là on fait un agrandi et on vous demande les légendes 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 8. La première légende étant ici, c'est bien sûr, j'espère que vous l'avez trouvé, l'axone. Après la légende 2, on montre donc une vésicule golgienne remplie de neuromédiateurs. La légende 3, c'est l'espace synaptique. La légende 4, c'est la membrane donc post-synaptique. La légende 5, alors c'est l'exocytose du neuromédiateur, hein. On voit vaguement une forme de petit champignon, donc ça veut dire qu'il est en train de faire une exocytose. Vous en avez ici aussi, hein, des exocytoses. La légende 6, c'est la membrane post-synaptique. La légende 7, c'est une belle mitochondrie que vous avez ici en noir. Et la légende 8, on voit ici effectivement les fibres les fibres musculaires, tout simplement. Alors, j'ai retrouvé la photo sur Internet en état un petit peu mieux. Hein, vous pouvez la trouver aussi. Voilà, donc on la voit peut-être un petit peu mieux. Donc, on voit ici effectivement une exocytose. On voit les replis du sarcolème, hein, on le voit très bien. Voilà, et l'accumulation en bas des vésicules golgiennes. Voilà, la photo est de meilleure qualité, donc n'hésitez pas à aller la retrouver sur Internet. Alors, le lien entre la fonction et les légendes, alors ici, c'est pas exactement comme dans l'exercice 1, c'est-à-dire qu'on va vous demander, alors, qu'est-ce que c'est la vésicule golgienne? Eh bien, la vésicule golgienne est donc remplie de neurotransmetteurs qui n'attendent qu'une chose, faire dans la légende, donc, alors attendez, il faut que je reprenne les légendes, les numéros. Donc si on prend la légende 2 et 5, on regroupe la légende 2 et 5, on dit donc que le neurotransmetteur qui est dans la vésicule golgienne s'approche de la membrane donc présynaptique pour justement avoir une exocytose. Donc après la membrane présynaptique et post-synaptique, la numéro 6, vous dites qu'il y a des chimiorécepteurs qui se trouvent sur cette membrane et qui vont donc s'ouvrir grâce à la fixation de l'acétylcholine qui est le neuromédiateur de l'excitation de la contraction musculaire.
Et la légende 7 pour la mitochondrie, ben, vous devez savoir que la mitochondrie, c'est une usine à énergie, donc c'est une usine qui va fabriquer de l'ATP, adénosine triphosphate, qui va servir bien sûr à la contraction musculaire. Et le 8, donc c'est les fibres qui vont donc être stimulées et bien sûr répondre à la stimulation du neuromédiateur. Voilà un petit peu ce que l'on peut faire. C'est un petit peu une redite par rapport à la question, alors on revient à la question 1, donc c'est bon, on l'a fait, on a mis les légendes. 2, on vous appuie en 2, montrer le lien entre la structure et le fonctionnement. Et après en 2, 3, on vous demande carrément de résumer la succession d'événements qui suivent l'arrivée de l'influx nerveux au niveau des synapses. Donc là, c'est carrément tout le cours, hein, du début de l'arrivée du neurone, de l'entrée des CVD, de l'ouverture des CVD pour faire rentrer le calcium, de l'exocytose, donc au niveau de la membrane présynaptique, de la fixation donc du neuromédiateur, là je répète le cours, hein, donc sur le chimiorécepteur, le passage des ions sodium, potassium si c'est un excitateur, chlore et potassium si c'est un inhibiteur, style le GABA. Mais enfin, généralement, là, dans les exemples, c'est l'acétylcholine. Et puis après, bien sûr, vous pouvez toujours dire qu'il y a la formation d'un potentiel de plaque motrice, PPM, qui va ensuite entraîner l'arrivée du potentiel d'action musculaire. Voilà. Donc, pour 2 points, il faut réciter le cours, hein. Alors après, vous avez 2 questions intéressantes que j'aime bien. C'est la première, on injecte à une mouche donc un insecticide, le TEPP, et l'on voit que donc cet insecte est complètement en phase de contraction ininterrompue et qui entraîne bien sûr sa mort. Et quand on regarde, on voit qu'il y a une augmentation anormale de l'acétylcholine au niveau de toutes les synapses. Et on vous donne autre chose comme renseignement, on vous dit que le TEPP est in vitro, donc dans leur petite expérience, neutralise l'acétylcholinestérase. Et on vous met en bas, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est bien sûr l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine. Alors, c'est vrai qu'on a oublié de dire dans le résumé du 2-3 que les neuromédiateurs ne restent pas dans l'espace synaptique, ils sont soit recapturés et recyclés, soit détruits sur place par une enzyme. Et là, effectivement, cette enzyme, elle est détruite, elle est neutralisée sûrement, enfin pas détruite, mais neutralisée par le TEPP. Donc du coup, qu'est-ce que fait l'acétylcholine? Eh bien, elle reste à se fixer sur les chimiorécepteurs et elle laisse rentrer le sodium et le potassium et donc entraîne une contraction en continu chez l'insecte. Et bien sûr, on vous dit les résultats obtenus sont-ils conformes à vos connaissances? Bien sûr, et justifier votre réponse. Donc là, bien sûr, il faut reprendre l'électrosécrétion, dire à quel endroit le TEPP, donc dans la fente synaptique neutralise la fameuse enzyme et empêche l'acétylcholine d'être détruite. Donc du coup, l'acétylcholine continue à ouvrir les chimiorécepteurs et du coup, bien sûr, l'ordre de contraction, elle est en continu jusqu'à entraîner la mort de l'insecte. Voilà donc une possibilité de modification de cette électrosécrétion. Une autre possibilité, c'est le curare. Le curare est un alcaloïde d'origine végétale, présente donc dans certaines parties. Alors la forme de la molécule ressemble beaucoup à l'acétylcholine, et après injection de curare, on le fait en A, c'est-à-dire comme par hasard, pile poil, le A est ici, vous le voyez, le A est là, donc pile poil dans l'espace synaptique. Et bien si on déverse le curare dans cet espace synaptique, on excite donc la cellule nerveuse dans la partie 1, donc au niveau de l'axone, et on obtient l'enregistrement donné dans le document 3, mais pas de contraction musculaire à partir de ces informations expliquées, bien sûr, le mode d'action du curare. Alors, dans le document 3, qu'est-ce qu'on vous montre? Un beau potentiel d'action, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Donc, on voit qu'il y a le potentiel d'action arrive bien sur place, par contre, rien ne se passe parce qu'on a mis du curare. Or, on sait que le curare a exactement la même forme moléculaire que l'acétylcholine. Alors, qu'est-ce qui se passe?
le curare s'est positionné sur les chimiorécepteurs et donc a empêché l'acétylcholine d'ouvrir les chimiorécepteurs et de faire rentrer bien sûr l'information de contraction musculaire. Voilà pourquoi eh bien, on ne voit absolument aucune contraction.